Pédagogie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Steve, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre comme tous les vendredis sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, vous vous intéressez cet après-midi à ce nouveau tweet polémique de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la NUPES. Il comparait la marche contre la vie chère et l'inaction climatique qui doit se tenir le 16 octobre prochain à la Révolution française. Appel à la violence sociale déguisée, dénonce aujourd'hui le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Que vous inspire, Yves Tréhard, cette nouvelle référence historique utilisée par l'ancien candidat à la présidentielle? Alors d'abord, faut rappeler ce qu'est cette référence historique. Effectivement, les 5 et 6 octobre 1789, il y a une marche de femmes sur Versailles parce que à Paris, on manque de pain et les révolutionnaires aussi veulent que le couple royal revienne habiter Paris, parce qu'ils estiment qu'ils sont dans un cocon, là, dans leur château, et qu'ils sont coupés du monde. Donc c'est une marche qui est assez violente. Il y a des morts, contrairement à ce que dit Mélenchon. Il y a eu des morts, il y a eu au moins 2 morts. Et eh bien, effectivement, le peuple ramène aux Tuileries, parce qu'à l'époque, aux Tuileries, dans le jardin des Tuileries, il y avait un château. Eh bien, il ramène le couple royal et le dauphin, d'ailleurs. Et tout ça est assez violent. Alors évidemment, on pense à Jean-Luc Mélenchon qui veut marcher quasiment sur l'Élysée, lui, avec... c'est assez violent, c'est pas du tout comme ça que l'entendent les autres partenaires de la gauche, parce que vous avez cité Olivier Faure, c'est pas très étonnant qu'il soit contre. Mais Madame Rousseau, qui est en congrès, là, actuellement, avec les Verts, eh bien, aussi a condamné ces propos de Jean-Luc Mélenchon, hein, il faut le souligner. Elle a dit, non, nous, on veut pas tuer des gens, on veut pas porter des têtes au bout de pique. C'est pas comme ça, on est pour le dialogue, on est pour la danse, dit-elle. Après, chacun appréciera. Toujours est-il que Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus isolé, et surtout, Jean-Luc Mélenchon donne une image, si vous voulez, du débat politique aujourd'hui qui est pas très reluisante. C'est-à-dire ? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il ne risque pas grand-chose, contrairement à aux révolutionnaires des années de la fin du XVIIIe siècle. Il le payait du prix de la mort, lui il le paye du prix du ridicule, et le ridicule ne tue pas, comme chacun sait. Mais c'est néanmoins une manière d'électriser le pays ? Oui, mais il n'y arrive pas. Il avait déjà essayé ça il y a 5 ans, en 2017, juste après l'élection du président Macron. Il avait invité les Français à descendre dans la rue en masse et à marcher sur les Champs-Élysées. Souvenez-vous, il devait être 1 million et demi. Moralité, il y avait personne. Et Jean-Luc Mélenchon a été doublé dans la ligne droite par les Gilets jaunes, qui eux ont réussi à mobiliser. Et lui, il était tout seul avec son parti gazeux, comme il dit. Donc Jean-Luc Mélenchon a bien du mal aujourd'hui à trouver un public, à trouver une résonance, je dirais. Et on peut dire que la NUPES, donc la réunion de 4 partis de gauche, eh bien, elle est bien fatiguée, déjà fatiguée. Elle est déjà entamée, je dirais, dans son unité. Et tout ça va sans doute se terminer par des fractures, des divisions, des divorces. Avant même les européennes ? Avant même les européennes, probablement, parce que il est peu probable qu'ils arrivent à s'entendre sur quelques idées et une liste commune. Je rappelle quand même qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde sur le front européen, d'ailleurs. Yves Tréhard, est-ce que face à l'inflation, face à certains plans de licenciement, face aux difficultés aussi, on en parlait à l'instant, à s'approvisionner, même si c'est temporaire visiblement, en essence dans les stations-service, est-ce que le risque d'un mouvement social d'ampleur, de grogne sociale est réel, est élevé selon vous ? Oui, on peut jamais l'exclure. Vous savez, on est un peuple éruptif, on est un peuple et un pays qui a une histoire qui s'est toujours faite dans la révolte, la colère, la révolution. On est un peuple qui est absolument pas apaisé, on n'est absolument pas un peuple de consensualité. Et dès que ça va mal, eh bien, des voix violentes se font entendre et des espèces le débat politique est très 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 polémique et très chaud chez nous.
Donc, une étincelle suffit à mettre le feu. On l'a vu avec les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes qui n'a jamais été d'ailleurs complètement éteint. Il faut le dire, puisqu'il a été rattrapé par la crise du coronavirus. Et il y a un climat qui est un climat assez pesant en ce moment, effectivement, avec cette idée en France qui est probablement incroyable, c'est qu'on préfère l'égalité à la liberté. Et l'égalité fait que ça rend les gens jaloux, et quand il y a de la jalousie, il y a de la colère et de la violence. Alors hier, le gouvernement présentait son plan de sobriété énergétique, un plan dont l'objectif est de baisser la consommation d'énergie à court terme de 10% et de 40% d'ici à 2050. Yves, d'abord, qu'est-ce que vous retenez de ces mesures, notamment annoncées par Elisabeth Borne, et est-ce que ces appels demandés à la fois aux Français et aux entreprises peut être à la fois compris et appliqué assez rapidement ? Écoutez, tout ça, ça sent les années 70 à plein nez, quand on n'avait pas de pétrole, mais qu'on avait des idées. Ouais. Et là, aujourd'hui, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a des gadgets. Alors, c'est pas avec ces gadgets-là qu'on va résoudre le problème de la crise énergétique. Les gadgets, c'est le col roulé. Oui, certes, il faut la sobriété, pourquoi pas, mais quand la sobriété vire à la décroissance, ça devient emmerdant, ça devient gênant. Et là, le problème de ces mesures, c'est que la croissance qui va déjà être sérieusement ralentie, et le gouvernement est un peu trop optimiste à mon goût sur ce front-là, eh bien, risque encore d'être, je dirais, ralenti d'autant plus qu'on fait des mesures telles que celles qui sont préconisées par le gouvernement. La véritable erreur, c'est qu'il y a une imprévoyance des gouvernants chez nous. On a un outil qui s'appelle l'industrie nucléaire, qui était fait justement pour surmonter nos problèmes énergétiques, pour garantir notre indépendance nationale, et cet outil, on l'a bradé sur l'autel de marchandages électoraux, sur l'autel de petites cuisines politiciennes et moralité, eh bien, alors qu'on est un des pays qui est le mieux équipé, nous nous retrouvons dans une démunie avec plus de la moitié de nos réacteurs qui sont pas en capacité de fonctionner et qui pourraient très bien nous aider à surmonter la crise qui s'annonce et qui est déjà là d'ailleurs. Donc c'est ça qui est tout à fait désolant, si vous voulez. Et moi, j'ai des souvenirs des années 70, j'ai jamais vu ni Jacques Chirac ni Raymond Barre apparaître une après-midi à la télévision pour nous conseiller de prendre des douches plus courtes et moins chaudes ou de porter des cols roulés, comme ça a été fait hier par Madame Borne. C'est pas au niveau de la gravité de la situation. Non, cette intrusion dans la vie privée où on vous fait la leçon et on vous donne des leçons comme si vous étiez un enfant. Je pense que les Français, ils ont dépassé ce stade-là. Les Français ont montré qu'ils avaient un esprit civique, un esprit collectif. Ils l'ont montré pendant la crise du coronavirus. Ce qu'il faut, c'est des décisions lourdes. Et les décisions lourdes, elles n'ont pas été prises ces 10 dernières années sur, justement, notre approvisionnement énergétique, qui est quand même la clé de notre indépendance, et c'est tout à fait regrettable que on en soit arrivé là. C'est vraiment par notre faute. Hein. Un dernier mot, Yves, comment réagissent les milieux économiques à ces différentes annonces du gouvernement ? Pas bien, parce que qui est-ce qui va en faire les frais ? Évidemment, il y a les particuliers qui vont en faire les frais, mais c'est aussi les entreprises, parce que qui vous dit que les entreprises ne vont pas être à certaines heures de la journée obligées de ralentir leur production ? Ça va aussi complètement entraver, si vous voulez, les transports de marchandises, ça va entraver les exportations, ça va entraver l'apport de matières premières pour fabriquer ce qu'on fabrique dans nos industries et dans nos entreprises. Et évidemment, ça va aussi toucher le portefeuille des Français qui vont moins consommer, puisque le coût de la vie va s'envoler avec l'inflation. Donc tout ça a des conséquences économiques qui sont très loin d'être négligeables. Merci beaucoup Yves Traer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro et votre analyse est à réécouter sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à vendredi prochain.